Oui, bienvenue. Donc, c'est la deuxième session de ce cycle. L'idée 40 minutes de l'UBC, un livre, un auteur, c'est dans l'énorme littérature qui est foisonnante en ce moment, de faire des choix qui nous semblent de livres, d'auteurs particulièrement pertinents, avec l'angle d'approche des communs, des biens communs, des communs mondiaux. Donc, nous avons commencé avec Benjamin Coria il y a quelques semaines sur le climat, le marché et le bien commun. Donc, c'était sa critique de l'approche de Jean Tirole. On essaye de continuer à tirer ce film, donc aujourd'hui avec vous, Marine. Et puis, le 28 mars, nous aurons Camille de Toledo, qui viendra sur le livre qu'il voulait écrire, donc sur les auditions de la Loire. L'idée de ce cycle, précisément, c'est de voir quelle est la pertinence de l'approche des communs par rapport au climat et d'une manière plus générale dans notre rapport au vivant et à l'habilité de la Terre, aussi bien en termes d'outils, de récits que d'imaginaire. Donc, ce cycle de livres se concrétisera aussi le 11 juin avec ce nouveau partenariat dont on parlait à l'Académie du climat, où là, nous aurons une journée entière qui sera consacrée au bien commun et au climat en présence sur toute une après-midi. Voilà, et à côté de ce cycle consacré aux livres, nous continuons évidemment notre université populaire en présence. Donc, dès samedi prochain, nous avons rue de la Solidarité ou un rue de la Solidarité à Paris, toute une séance l'après-midi sur les communs négatifs. Voilà, donc on va évidemment continuer à faire ce travail en profondeur avec chaque fois 3-4 intervenants sur une thématique particulière. Voilà, je laisse la parole à Indira. Et donc, merci vraiment de votre présence, Marine. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Calmet. Marine Calmet est juriste et présidente de Wild Legal, qui est un programme juridique expérimental dans lequel étudiants, experts et citoyens collaborent pour les droits de la nature. Marine a également des engagements militants pour France Nature Environnement, Notre Affaire à tous, Hors des questions. Voilà, donc c'est vrai qu'elle joue un rôle important de militante sur différents chantiers. Je reviens juste un instant avant de passer la parole à Marine sur les modes de fonctionnement de ce soir. Marine parlera de son livre, puis vous aurez la possibilité de poser vos questions via la messagerie Zoom. À raison du temps imparti, nous ne serons peut-être pas en mesure de traiter toutes les questions individuellement, mais par contre, on traitera les questions par bloc thématique en fonction du temps que nous aurons à disposition. Voilà. Donc, je vais passer rapidement la parole à Marine. Marine, tu as écrit le livre Devenir gardien de la nature, dans lequel tu retraces ton parcours de militante à la défense des biens communs. Et je vais juste montrer le livre, voilà, pour ceux qui le voient. Hein. Et je le remontrerai tout à l'heure, même si je pense que vous voyez à l'envers, peut-être. Enfin, Ah non, on le voit très bien. parfait. Marine, à toi la parole. Eh bien, enchantée. Donc, effectivement, je suis avocate de formation et juriste engagée auprès des associations, des citoyens et de tous ceux qui souhaitent faire avancer la protection des droits de la nature. Il se trouve qu'en fait, en sortant de l'école d'avocat, j'ai souhaité m'investir. Je n'ai pas trouvé de cabinet d'avocat qui me permettait d'être pleinement engagée comme je le souhaitais. Et ma route a croisé celle d'une délégation autochtone, donc amérindienne de Guyane, de passage à Paris et qui souhaitait justement alerter sur le projet de mine industrielle Montagne d'Or et sur les engagements de la France de restituer des terres amérindiennes, donc un engagement qui a été pris en 2017. Et à cette époque-là, donc cette délégation m'a demandé si je pouvais venir les soutenir juridiquement.
et dans ce combat-là, hein. Et j'ai accepté tout de suite parce qu'il se trouvait que j'avais besoin aussi de voir autre chose, une autre manière de s'engager. J'étais venue un petit peu à bout justement de ces formes d'engagement qu'on a dans l'Hexagone, des pétitions, des marches. J'étais vraiment à bout de souffle à force d'en faire. Et ce que j'ai voulu raconter après 3 ans de mobilisation en Guyane, contre Montagne d'Or, contre les forages pétroliers de Total, et puis aux côtés de la Convention citoyenne pour le climat, c'était à quoi pouvait ressembler, à mes yeux, une autre forme d'engagement qui est celui que j'ai voulu qualifier justement d'engagement des gardiens et des gardiennes de la nature, et à travers quel déclic finalement on peut actionner ces nouveaux mécanismes d'engagement. Et c'est ça, c'est pas une liste de choses à faire, c'est plutôt un cheminement. Comment est-ce que chacun et chacune d'entre nous peut agir et transformer sa manière de s'engager pour réintégrer cette communauté du vivant, comme on dit, nous, dans le mouvement des droits de la nature. Oui, et donc effectivement, tu disais dans ton livre que tu as senti ce besoin de dépasser les méthodes classiques de militantisme, alors pétition, manif, pancarte, donc tu as imaginé une forme d'engagement qui fasse émerger un nouveau modèle de société. Tu t'engages contre le projet des mines industrielles Montagne d'Or, tu crées l'association. Comment tu peux décrire cette nouvelle forme d'engagement et comment celle-ci peut ouvrir la porte à un nouveau modèle de société? En fait, j'ai vu une question qui allait en ce sens dans le chat, alors j'y réponds immédiatement. Il se trouve qu'en Guyane, donc j'ai mon mentor, c'était Alexis Tchouka. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexis, c'est un juriste amérindien, Kalinia. Et en arrivant en Guyane, il m'a tout appris dans le sens où on est allé faire le tour des villages, un par un, chaque village sur la côte, et puis ensuite dans de nombreux endroits en Guyane. Et il m'a initiée en fait au droit coutumier amérindien pour que je comprenne finalement quelle était la différence entre la société qu'on pourrait qualifier d'occidentale, la société française, et le monde amérindien et la coutume amérindienne, qui est le reflet en fait des règles de vie qu'ils se sont eux-mêmes, dont ils se sont dotés pour construire leur société. Et dans les écrits d'Alexis, mais aussi de son frère Félix Tchouka, qui étaient donc les premiers leaders du mouvement autochtone de réunification en fait, des peuples amérindiens de Guyane, ont trouvé cette idée que une société amérindienne et l'objectif d'une société amérindienne en Guyane était justement l'accession au bien au bien-être pour tous, une société profondément solidaire, et comme je travaille sur la reconnaissance des terres amérindiennes en Guyane, j'ai voulu raconter ce lien à la terre justement que j'ai appris grâce à Alexis, et qui est évidemment dans la société amérindienne, mais de côté l'appropriation, c'est-à-dire la première chose qu'on m'a dit et que m'a dit Alexis quand je suis arrivée en Guyane, c'est il faut que tu saches, si jamais tu travailles avec nous, il faut que tu le saches, chez nous, la propriété privée sur la terre n'existe pas. Et ça a été un grand déclic pour moi parce que, en fait, justement, ce qui faisait la grande différence entre ces peuples amérindiens et puis notre société occidentale, c'était que d'un côté, il y avait ces peuples conscients, en fait, qu'ils appartiennent à la terre, et de l'autre côté, ces entreprises minières, cette politique coloniale qui est en fait le reflet d'êtres humains ou de sociétés humaines qui pensent que la terre leur appartient. Et donc, il y a un conflit culturel, identitaire extrêmement fort entre deux visions du monde irréconciliables. Et ce mode, c'est en fait cette coutume amérindienne, cette société première, j'ai essayé par la suite de m'en inspirer pour proposer justement un nouveau droit lié justement au fonctionnement de la nature, et puis lié aussi à ce lien, finalement respectueux de ce lien à la terre dans lequel l'être humain se réintègre dans la communauté du vivant et retrouve sa place dans un corps social qui n'est pas uniquement constitué d'êtres humains, mais qui est au contraire bien plus large, constitué d'écosystèmes et d'entités naturelles non humaines. Donc un paradigme totalement différent dans le respect des limites planétaires, des écosystèmes,
dans le respect réciproque et puis dans le respect du vivant, un grand V, c'est-à-dire qui inclut la terre, les êtres vivants, mais également le reste de la nature, en fait. Exactement, en fait, et c'est donc tout l'objet de l'école que nous avons fondée ensuite avec d'autres amis en métropole. Donc, Wild Legal, c'est une école pour transmettre justement ces idées liées au mouvement pour les droits de la nature. Et donc, nous enseignons au plus grand nombre ces nouvelles idées pour, en fait, provoquer un changement culturel, provoquer un déclic auprès du plus grand nombre, auprès du grand public, pour que justement, demain, ces idées fassent leur chemin et transforment de l'intérieur notre société occidentale pour que justement on modifie les règles du jeu pour renverser la table. C'est-à-dire que le droit, ce n'est qu'un outil pour cette révolution des consciences et mon livre, il sert à expliquer le cheminement que chacun d'entre nous peut faire pour s'engager, pour trouver cette place au sein de la communauté du vivant. Alors effectivement, dans ton récit des luttes contre les projets de la mine industrielle Montagne d'Or, mais il y a également donc, les projets Total, enfin je crois que les lieux sont vraiment attaqués de toutes parts. Les élus n'écoutent pas vraiment les administrés. Hein, tu dis que les administrés n'ont pas de véritable voix au chapitre. Les procédures de consultation paraissent totalement en décalage avec la réalité humaine et sociale et de l'environnement. Il s'agit des procédures de consultation dont les fruits n'est pas du tout contraignant pour l'État qui gère ces consultations. Et tu expliques donc dans ton livre que l'État se place toujours en soutien des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de démocratie participative en France où les administrés ont véritablement voix au chapitre? Ou alors, est-ce qu'il y a un dispositif actuel qui fonctionne, que tu as pu identifier, sur lesquels commencer à construire quelque chose? Ou alors, quels seraient les dispositifs juridiques qui seraient adaptés à la gestion du bien commun? En fait, il faut voir déjà qu'il y a plusieurs processus qui permettent, dans notre société française, de consulter le public. Alors effectivement, ce n'est pas contraignant, c'est-à-dire par exemple le débat public, comme c'est la procédure qui a eu lieu notamment dans le cadre du projet Montagne d'Or, c'est plusieurs mois de rencontres, de réunions, à la fin un rapport qui est encadré par des spécialistes de ces procédures et souvent un impact médiatique fort parce que ça dure longtemps, parce que ce sont souvent des gros projets, que donc du coup ils soulèvent beaucoup de questions, parfois même de fortes oppositions, comme ça a été le cas pour notre mobilisation. Et il faut voir qu'aujourd'hui, alors certes, ça n'a pas de valeur contraignante, mais en fait, tout l'enjeu est de faire basculer l'opinion publique et donc ce rapport de force politique. Par exemple, nous, dans le cadre de Montagne d'Or, ce qui nous a permis, au bout de 3 mois de mobilisation intense sur le territoire, de faire tellement basculer justement le rapport de force en notre faveur que finalement, Emmanuel Macron a fini par devoir reculer et renoncer en annonçant que le projet ne se ferait pas en l'état. Et donc, il existe d'autres mécanismes de consultation, les enquêtes publiques, comme il y en a eu par exemple sur le cas de Total, puisque vous savez, Total, et je le raconte dans mon livre plus en détail, a en fait tenté par la force de s'imposer via une enquête publique très légère sur le territoire de Guyane. Et malheureusement, typiquement, je raconte dans le livre toute la collusion évidente entre le ministère de la Transition énergétique, entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et puis les porteurs du projet, c'est-à-dire Total Énergie, qui est venu s'installer au large de Cayenne pour forer des puits offshore. Et donc, Total, c'est pour moi aussi vraiment un déclencheur, une prise de conscience très forte, en fait, de tous ces garde-fous qui, dans notre République, sont totalement inefficaces parce que nos institutions sont noyautées, malheureusement, par ces intérêts économiques, ces intérêts financiers. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans notre droit, il n'existe rien pour agir. On a, par exemple, le référendum local, qui est une procédure qui est reconnue, mais pas beaucoup utilisée, qui permet, à l'échelle d'une ville ou d'une intercommunalité, de soumettre à un référendum local des projets pour une délibération. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens se substituent au conseil municipal, tout simplement.
c'est pas beaucoup utilisé. Et vous en avez peut-être entendu parler, parfois il y a d'autres consultations. On a parlé de référendum, mais ce n'en était pas un. Dans le cadre du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, si vous vous souvenez, il y a eu une consultation qu'on a appelée référendum, et en fait, le référendum a été perdu par les opposants au projet, 55% contre 45% à l'époque. Et par ailleurs, étant donné que c'était qu'une consultation, malgré la victoire finalement des pro-aéroports, le projet n'a pas été à son terme, hein. Et en fait, ce qui est décevant, j'ai envie de dire en tant que juriste, c'est le problème d'une société qui ne comprend finalement que le rapport de force politique, médiatique, au lieu de fixer des règles qui permettent en fait l'expression citoyenne, qui serait respectueuse en fait de toutes les personnes humaines mais aussi non humaines qui ont des intérêts qui peuvent être heurtés par des projets industriels, par des projets d'urbanisation, par des projets qui contribuent en fait à la destruction de l'environnement. Et parmi les mécanismes les plus prometteurs, je dirais, parce que j'ai été à l'intérieur de la machine tout du long, c'est des expériences citoyennes comme la Convention citoyenne pour le climat qui, bien sûr, ont été ensuite galvaudées parce que par manque de conviction politique, par manque aussi du respect de la parole donnée, n'est pas allé jusqu'à terme, a été un peu tué dans l'œuf par Emmanuel Macron. Mais par ailleurs, ce qui s'est passé à l'intérieur de cette Convention citoyenne était passionnant. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, j'ai vraiment de grands espoirs en fait pour ces procédures-là. Donc, il y a des mécanismes qui commencent à voir les jours et qu'on peut utiliser effectivement pour faire changer les choses et faire basculer d'un paradigme à un autre. Enfin, peut-être pas totalement comme ça, mais effectivement, c'est vrai que ces mécanismes sont à utiliser. Maintenant, c'est une vigilance. C'est pour ça que j'ai trouvé que ton livre, avec son titre qui est être gardien, gardienne de la nature, en fait, montre comment il faut être acteur tout un chacun. Et effectivement, donner la possibilité et donner les pouvoirs aux gens, à chacun, de changer les choses. Donc, moi, ma question serait aussi, tu dis qu'au niveau local, les citoyens peuvent reprendre les rênes du processus de décision, tu le dis dans ton livre, et dire, voici la manière dont nous voulons être consultés désormais. Maintenant, cela demande des capacités d'organisation, une clairvoyance, une détermination extraordinaire. Il faut du temps, de l'énergie et aussi un état d'esprit. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que nous sommes prêts à ces changements des paradigmes, c'est-à-dire notre système éducatif? Tu penses qu'il est prêt à former les citoyens en capacité d'enclencher cette évolution? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me réfère par exemple à la déclaration pour les droits des peuples autochtones, hein, c'est la déclaration des Nations Unies de 2007 qui prévoit justement que les peuples autochtones doivent être consultés et qu'ils ont finalement, on doit recueillir leur consentement libre, préalable et éclairé. Donc, c'est-à-dire un consentement qui n'est pas obtenu par manipulation, qui est obtenu en amont d'un projet ou d'un processus et éclairé dans le sens où justement, il faut que les informations fournies puissent vraiment donner une pleine et entière satisfaction intellectuelle, je veux dire, au besoin en fait d'exprimer une idée, c'est-à-dire tout simplement faire en sorte que l'interlocuteur a bien saisi les tenants et les aboutissants d'un projet. Et aujourd'hui, c'est un peu l'enjeu à mes yeux pour redonner du pouvoir aux citoyens. On l'a bien vu et je le raconte dans mon livre, c'est d'abord, il faut avoir des citoyens éclairés. Et le problème, c'est qu'on doit pour ça avoir soit beaucoup de temps, soit une éducation, un système éducatif qui forge l'individu, un individu qui est capable soit d'aller chercher l'information, soit qui dispose au moins des connaissances de base qui lui permettent de donner un avis ou d'avoir un avis sur un projet de société. Et donc, évidemment, aujourd'hui, par exemple, l'arrivée des questions écologiques, la question sociale dans nos programmes scolaires, elle est absolument nécessaire, elle est indispensable
indispensable si on veut évidemment demain avoir des citoyens capables de comprendre et de saisir les grands enjeux de ce siècle. Donc, ça demande évidemment une qualité de formation des individus qui va dans le sens de la prise en considération de la question écologique. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes études de droit, il y avait très peu de masters qui parlaient de droit de l'environnement. C'était vraiment une niche. Et puis aujourd'hui, je le vois progressivement. Je donne des cours à Sciences Po, je donne des cours dans les écoles de commerce, on m'a demandé dans les écoles de marketing. Il y a de plus en plus de circuits universitaires, mais aussi avant dans les lycées et collèges, qui s'intéressent aux questions des droits de la nature et qui veulent que leurs étudiants ou les lycéens disposent d'un bagage de connaissances de base liées à l'écologie qui sont indispensables aujourd'hui pour former les citoyens du monde de demain. Et donc, c'est évidemment un vrai enjeu d'éducation pour en fait aboutir à une société dans laquelle une personne, elle est libre de penser, elle est capable de de créer une proposition alternative, c'est-à-dire ça demande beaucoup de créativité. Il faut former des citoyens qui sont encouragés à s'unir pour se dépasser en fait, plutôt qu'un engagement court-termiste, la capacité de défendre les communs, d'adopter une position qui nous transcende, c'est-à-dire pas uniquement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une société complexe, capable de représenter des écosystèmes, comme c'est le cas, par exemple, des peuples maoris pour le fleuve Wangari en Nouvelle-Zélande, ou pour justement d'autres peuples d'Amérique du Sud qui sont engagés pour la reconnaissance des droits de la nature. Et effectivement, notre modèle occidental, comme il repose sur la compétition et la propriété privée, c'est qu'il y a un vrai challenge de former de nouveaux citoyens qui n'ont pas comme repère ces prédispositions qui, en fait, créent des sociétés éclatées et où le corps social n'est plus fonctionnel. Oui, donc effectivement, des nouveaux citoyens qui ont les compétences, les connaissances, également la posture et les capacités, enfin, ce qu'on appelle les soft skills, mais enfin, les capacités de se dépasser et puis d'avoir une posture presque des conquérants, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour se défendre. Marine, j'aimerais bien maintenant laisser la parole à notre public. Jean-Pascal, as-tu pu recueillir quelques questions qui pourraient être posées tout de suite à Marine? Je vois que dans la messagerie, il y en a beaucoup des questions et des messages. Oui, donc la messagerie a été beaucoup alimentée par Bernard Martin, qui a fait plus des commentaires que des questions. Je vous redonnerai peut-être la parole tout à l'heure, Bernard. Je vais prendre les questions, ce qui m'apparaît comme étant des questions. Question de Nicolas Praquin, c'est l'un des nœuds de la question, n'est-il pas la propriété privée? Et si tel est le cas, quelles sont les voies de sortie de cette construction quasi-anthropologique dans notre société occidentale? Alors, je dis littéralement, mise entre parenthèses, mise à part la parenthèse des communs qui était une dérogation avant la République française et ont quasiment disparu après. Donc, voilà, je vais les poser une par une ou vous voulez que je vous les pose à fur et à mesure? Oui, je pense que c'est mieux une par une parce que sinon je vais avoir du mal à tout retenir. C'est que ça serait, enfin, disons qu'en fait, la problématique des communs ou des droits de la nature, c'est en fait la question aussi du partage et de la transmission. Alors, je vais essayer de répondre de manière courte, mais évidemment, il y a tout un chapitre sur cette question de la propriété privée et du lien à l'identité, en fait, de notre civilisation qui fait partie de mon livre. Donc, j'y ai dédié tout un chapitre parce que c'est une question qui est centrale. Pour moi, c'est que, en fait, le fait que justement la propriété privée en droit français, elle ne s'applique pas qu'à la terre, elle s'applique aussi aux autres individus non humains, la propriété sur l'animal, sur le végétal, fait qu'en fait, nos interactions en fait, avec la nature sont des relations de sujet à objet, des relations de domination dans lesquelles, en fait, finalement, l'être
humain est la seule espèce en haut de la pyramide des espèces qui domine le reste du vivant et qui peut donc librement abuser, exploiter, détruire le reste du vivant. Et donc, il y a un vrai sursaut salvateur à avoir pour déconstruire à la fois par le refus de la propriété privée sur certains communs, le refus du statut, enfin plutôt la transformation du statut de l'animal et du végétal pour créer des personnes complexes, reconnaître la personnalité juridique à des écosystèmes ou à des individus non humains. Et ça, c'est un travail juridique que nous menons avec l'association Wild Legal, justement pour proposer un nouveau corpus juridique qui nous permette de faire cette transition du droit, mais en fait de notre société, parce que c'est un projet qui n'est pas strictement juridique, c'est un programme politique à part entière. Okay. Merci. Alors, autre question de Christian Grunwald. Que pourrions-nous intégrer dans nos sociétés occidentales au quotidien, dans notre comportement et au niveau sociétal de nos apprentissages des peuples primaires et autochtones guyanais de fondamental qui améliorerait notre démocratie et encouragerait le respect de notre environnement? En gros, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux et comment on peut progresser sur tous ces sujets, quoi? Alors, ouais, il y a plusieurs exemples dont je parle dans mon livre, mais notamment un qui m'intéresse beaucoup, c'est le phénomène qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, en Guyane, en fait, c'est la création d'outils juridiques propres au peuple autochtone. Et notamment, là, il y a un processus qui est très intéressant sur le Haut-Maroni, donc là où vivent notamment les Wayanas. C'est l'écriture, en fait, de protocoles de consultation. Donc, les protocoles de consultation, ce sont en fait des textes qui rappellent l'identité d'un peuple, ses racines, sa culture, et qui énoncent la manière dont celui-ci souhaite être consulté. Donc, en fait, il déclare son droit à s'auto-gérer, à s'auto-administrer, de définir sa propre gouvernance, qui est aussi le reflet de ses valeurs, de sa vision du monde. Et donc, notamment là, du côté des Wayanas du Suriname, ils ont écrit leur texte que vous pouvez trouver sur Internet, qui est très beau, et qui en fait définit la manière dont eux, en tant que peuple, ils souhaiteraient être consultés pour être associés pleinement en fait aux décisions qui touchent les territoires autochtones. Et je pense qu'on peut s'en inspirer parce que, et je le dis avec aucun reproche, c'est que notre droit français, il est très centralisé. Moi, je suis garante du débat public par ailleurs pour la Commission nationale du débat public. Donc, j'encadre justement des processus de consultation, de concertation. Et j'ai fait cette démarche de devenir garante du débat public justement après cette expérience, cette aventure en Guyane, parce que je pense que nous avons tout à inventer justement en matière de consultation et le fait de faire participer et d'associer les citoyens dans nos politiques locales. Et en fait, il y a de nombreux outils qu'on peut encore développer, mais à mon avis, des outils qui doivent être aussi en amont décidés avec les associations, avec les citoyens, pour que justement à chaque projet, à chaque territoire, on puisse adapter nos outils pour mettre en place des vrais modèles de participation et des processus de concertation qui soient adaptés à nos territoires. Ok, merci. Donc, alors, je reviens, excusez-moi, M. Bernard Martin, là, qui m'a reformulé sa question. Mais comme il ne reste plus que lui, qui avait l'air de faire pas mal de commentaires, je vais peut-être lui demander, M. Martin, vous pouvez peut-être poser vous-même votre question et rajouter les éventuels commentaires que vous faisiez dans le chat, puisque vous êtes pas mal exprimé. M. Martin? Bon, il n'y a pas... Oui, bonjour. Vous m'entendez, ça va? Oui. Parfait. Vous m'entendez? Oui, désolé, j'ai parfait. coupé la caméra parce que la qualité de la connexion n'était pas très bonne. Bonjour tout le monde, bonjour Marine. Donc, on a des connaissances collectives. Effectivement, Félix Toukia, c'est aussi un camarade. Mais je suis aussi allé en Polynésie ou d'autres endroits. Et en fait, la situation à l'échelle de la planète, je pense qu'on doit la voir comme celle-là. Elle est gravissime quand on sait les impacts d'aujourd'hui. Et la question que je me pose, parce que le droit, je suis juriste aussi, et je suis aussi praticien du droit, et je sais que le droit
comment dire, met du temps avant de prendre la forme dont la société a besoin. Et par rapport à l'expérience acquise, là, et même dans un échange collectif, moi, je m'interroge sur le comment, puisqu'il y a urgence, et ce n'est pas une urgence juste pour se faire plaisir, ce n'est pas la dramatisation. Par exemple, l'Antarctique, si ça continue, va disparaître. La biodiversité maritime est en train de s'effondrer au parc du côté terrestre. Les peuples, justement, de Guyane, du Bangladesh, en Afrique, sont actuellement déjà concernés, parce qu'on dit toujours c'est demain, non, c'est du présent et c'était même hier. Et mon interrogation, elle est simple. Comment, et y compris avec l'outil du droit, mais là, je ne vois pas comment, c'est pour ça que je pose la question, comment on peut agir suffisamment rapidement pour contraindre de manière non violente, puisque j'adhère aussi à la non-violence, mais la non-violence, ce n'est pas le pacifisme, ce n'est pas ne rien faire. Comment contraindre? Et est-ce que, comme ça sera plus fin, dans l'expérience que tu as eue avec notamment les Amérindiens, il y a des outils qui pourraient nous servir dans cette capacité à nous mobiliser collectivement pour changer les choses. Voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais on n'a pas ce temps-là. Merci. Merci. Plusieurs choses, c'est-à-dire qu'effectivement, le droit, c'est un outil qui prend du temps quand on veut le changer au niveau national, c'est-à-dire effectivement à terme à obtenir une loi qui reconnaîtrait des droits à la nature à l'Assemblée nationale. Ça va demander un vrai changement des mentalités en profondeur, une acceptation aussi de cette idée de la part de notre société tout entière. Et donc, ma stratégie, mais c'est une stratégie personnelle et adoptée par notre association, c'est de passer par des oasis de résistance, c'est de passer par des territoires en lutte, en les accompagnant justement juridiquement pour mettre en place un droit quasiment un droit coutumier, c'est-à-dire faire une analyse de la possibilité justement quels sont les outils juridiques à notre disposition au niveau local pour les accompagner dans la reconnaissance des droits de la nature sur leur territoire. Et ça peut paraître très complexe en fait, tout ça, mais il se trouve qu'on a plein d'outils au niveau local, et je ne pourrais pas en faire la liste, qui nous permettent, et on l'a étudié par exemple, vous pouvez retrouver ces propositions par exemple pour la Guyane dans ce qu'on a appelé le livre blanc pour les droits des fleuves et des peuples de Guyane. C'est un travail qui a été publié sur notre blog, donc le blog de Wild Legal, c'est www.wildlegal.eu/blog. Et donc, on a publié sur ce blog ce livre blanc qui présente 11 pistes juridiques pour reconnaître des droits aux fleuves marronniers et lutter contre l'orpaillage illégal, à la fois par des moyens démocratiques et par de nouveaux outils juridiques. Et donc, de la même manière, on accompagne d'autres territoires. On travaille notamment avec le réseau Rivières Sauvages, qui est un réseau très implanté auprès des gestionnaires de rivières sauvages en France. Et de cette manière-là, on veut accompagner les sites pilotes dans la reconnaissance des droits de la nature et des écosystèmes aquatiques à leur échelle, parce qu'on pense qu'en montrant l'exemple, justement, on peut faire changer les choses. Et vous nous avez parlé, par exemple, de la Polynésie. C'est un endroit que j'observe de près parce qu'il y a notamment donc les aires pédagogiques en Polynésie. Pour moi, alors, pour expliquer ce que c'est, les aires pédagogiques, c'est quelque chose qui a vu le jour en Polynésie, qui en fait sont des formes de contrats de partenariat entre des classes scolaires, une association environnementale et une mairie. Et en fait, c'est une espèce de contrat d'accord pour que des enfants puissent être gestionnaires d'une aire maritime, d'une aire terrestre, qu'ils soient en fait considérés comme les gardiens de cet écosystème, accompagnés par une association environnementale, c'est-à-dire une association qui va tout simplement transmettre ses savoirs sur le fonctionnement de tel écosystème marin ou de tel écosystème forestier. Et pour moi, c'est une grande source d'inspiration parce que ces aires éducatives, elles ont fait carton plein en France. Il commence à y en avoir partout sur le territoire français. Et c'est grâce à des idées comme ça, je pense, qu'on éduquera tout simplement des petits gardiens et des petites gardiennes demain à avoir la responsabilité de territoire, d'écosystèmes, de
fleuves, de rivières, de montagnes. Et ça sera tout à fait banal, justement, qu'en tant que citoyen, on ait la conscience qu'il est de notre responsabilité, en fait, de prendre soin de nos rivières et de nos montagnes. Et donc, ces outils, en fait, qui naissent en Polynésie, mais aussi en Guyane. Et puis, je signale aussi, par ailleurs, que il se trouve que la France, sur un de ses territoires, a déjà reconnu des droits à la nature, puisque les îles Loyauté, qui font partie donc de la Nouvelle-Calédonie, ont en 2019, dans leur code de l'environnement, puisqu'ils ont un code de l'environnement à eux, adopté la possibilité de reconnaître des droits à des écosystèmes, et cela pour un motif qu'ils relient en fait à leur identité culturelle, c'est-à-dire que en tant que Kanak, ils considèrent que s'applique à leur territoire ce qu'ils appellent le principe unitaire de vie. Et le principe unitaire de vie, c'est-à-dire le lien très fort finalement qu'ils reconnaissent entre leur territoire et leur propre identité, c'est-à-dire que chaque individu kanak est en fait intimement lié au territoire sur lequel il vit, et bien grâce à ce principe unitaire de vie, ils ont dégagé la possibilité juridique de reconnaître des droits propres à des écosystèmes. Et donc, en tout cas sur le territoire des îles Loyauté, mais aussi partout dans l'Hexagone et en Guyane, les droits de la nature, le mouvement en fait des gardiens et des gardiennes est en train de prendre son envol, à tel point qu'on a dû créer l'année dernière ce qu'on a appelé le réseau francophone des initiatives pour les droits de la nature, qui compte aujourd'hui une vingtaine d'associations sur le territoire français et ailleurs, et qui rassemble des associations francophones qui travaillent pour la reconnaissance des droits de la nature, que ce soit sur la Loire, sur le Maroni, sur l'Escaut et sur beaucoup d'autres territoires français. Il y a énormément en fait d'associations de gardiens et de gardiennes qui déjà travaillent activement à la reconnaissance des droits de la nature sur leur territoire. Et donc, tout ça pour conclure au fait que, effectivement, avoir une grande loi qui viendrait uniformiser finalement le fait que la nature a des droits, c'est un objectif à terme. Mais pour le moment, comptons sur nos forces, comptons sur notre capacité de résilience, sur notre créativité, sur nos histoires et nos identités locales pour faire bouger les lignes et faire en sorte que chacun nous puissions agir et que nous n'ayons en aucun cas besoin ni envie d'attendre que les législateurs, nos représentants politiques et nos élus le fassent à notre place. Et donc, c'est vraiment pour moi un mouvement, un appel citoyen à agir et à se prendre en main, et aussi prendre en main l'outil du droit qui doit être un outil citoyen pour se réapproprier en fait une part de pouvoir dans notre société, le pouvoir d'agir pour la défense du vivant. Marine, c'est très rassurant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a parfois l'impression d'être attaqué de toutes parts et que la nature est en danger, ce qui, elle est effectivement en danger, mais ça fait du bien également d'entendre qu'il y a des lignes qui bougent, il y a des personnes qui commencent à prendre leur rôle de gardien, gardienne de la nature. Et voilà, on avance dans une bonne direction, bien que le chemin soit encore difficile et long. Alors, il y a Corinne qui voulait encore poser une question. Oui, merci beaucoup, Marine. Moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans votre approche des gardiens, des gardiennes de la nature, c'est à la fois prendre soin des autres, prendre soin de soi, je pense aussi qu'il y a ce cheminement-là, et puis prendre soin de la nature. En vous écoutant, je me posais la question, c'est très très vrai, et c'est là l'approche aussi des communs, hein, donc de ces gouvernances locales qui se valorisent, qui prennent soin d'un collectif. La question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes, dans des agglomérations extrêmement loin de la nature. Hein. On a pu voir qu'en banlieue parisienne, par exemple, certains enfants n'avaient jamais vu un potager, quasiment ne voyaient pas d'arbres. Donc, comment vous voyez cette problématique par rapport à devenir gardien et gardienne de la nature ? Effectivement, voir des enfants qui grandissent hors sol, dans du béton, ça ne me rassure pas du tout. Parce que en fait, c'est incompatible avec le fonctionnement même du vivant, puisque par définition,
enfin, le minéral. Enfin, moi, en tout cas, ça me marque à chaque fois que je reviens de Guyane, c'est à quel point on vit dans un environnement artificiel, minéral et triste, en fait, et où la vie a très peu de place. Mais en fait, c'est aussi parce on a eu tendance à l'occulter, cette vie, parce qu'en fait, on se rend compte de la richesse et de la biodiversité qu'il y a à l'intérieur de nos villes. Et pour vous redonner un peu d'espoir et peut-être des pistes, moi, je suis très, très inspirée par ce qui s'est passé dans la ville de Curridabat, au Costa Rica, où justement le maire de la ville de Curridabat a décidé tout simplement de reconnaître la citoyenneté d'honneur aux fleurs, aux arbres, aux papillons, aux pollinisateurs, aux chauves-souris, à tous les animaux qui en fait sont des entités non humaines qui sont citoyens désormais à part entière de la ville de Curridabat. Et comme conséquence immédiate, évidemment, il a revisité les documents d'urbanisme pour s'assurer que les droits fondamentaux de ces autres citoyens, de ces citoyens non humains, soient également assurés, donc le droit de se déplacer, le droit d'avoir un toit, en tout cas un abri, le droit de se nourrir dans ces villes. Et donc, évidemment, c'est pas juste une idée symbolique, c'est qu'il a justement dit, si on veut demain éveiller les consciences à l'écologie, on ne peut pas faire grandir nos enfants hors sol dans des villes qui sont uniquement écrites, construites pour des humains. Il faut des villes qui sont des écosystèmes complexes et qui prennent en considération cette complexité. Et je m'intéresse beaucoup à cet aspect-là parce que, bon, mais il faut savoir que les plans locaux d'urbanisme en France seraient typiquement un outil pour faire évoluer aussi notre rapport à la nature au sein de nos villes. Les plans locaux d'urbanisme, c'est en fait notre programme d'urbanisme au sein de chaque ville en France. Il se trouve que justement Paris est en train d'écrire ce qu'il appelle le plan local d'urbanisme bio-climatique. Et donc, je m'investis notamment de ce côté-là pour faire rentrer les droits de la nature par ce biais. Il faut savoir que il y a quelques années déjà, en 2016, Serge Rue, dont nous parlions tout à l'heure, qui est le président aussi de l'Académie du climat, avait fait adopter en conseil de la mairie de Paris la reconnaissance de la citoyenneté d'honneur à l'ensemble de la biodiversité parisienne. Et donc, on était en fait très précurseurs en France déjà sur cette question grâce à Serge. Et donc maintenant, après cette déclaration, il serait temps de passer au concret, voilà, de l'inscrire dans le texte, de transformer dans nos villes, et on peut dans chaque ville de France, transformer notre rapport au végétal, à l'animal dans nos villes pour considérer que oui, la ville n'est pas simplement un environnement humain, c'est un environnement complexe, un écosystème dans lequel il faut rétablir finalement la part de végétal et la part d'animal pour créer des écosystèmes à hauteur d'homme et d'animal. Ah, merci. Et effectivement, espérons que les PLU de Paris soient en continuité avec ce que vous avez pu lancer avec Serge Rue à l'époque, en prenant en considération d'autres autre chose que juste les bâtiments et les bétons et les goudrons, mais ouvrir effectivement à l'écosystème. Marine, les temps courent, il est 18h58. Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait de ton livre? Alors, je suis désolée, je n'avais pas tout préparé ça pour ce soir. D'accord. Donc, pas de souci, écoute, ne t'inquiète pas. Écoute, moi, il y a plein de passages que j'ai lus avec grand plaisir et vraiment que je me suis notée. Je crois, bon, je peux en lire un, mais il y en a vraiment beaucoup que j'ai souligné. J'avais noté la diffusion du savoir est un outil fondamental pour amener les grands changements des sociétés. Ce sont les bouleversements sociétaux qui impulsent l'adoption des nouvelles lois et pas l'inverse. Donc, il nous faut réaliser les grands coups de force de convaincre que ces nouveaux récits n'est pas seulement nécessaire, mais également désirable. Voilà. Alors, parce que j'avais ton livre que je remontre à tout le monde, hein. Voilà. Donc, Devenir gardien de la nature par Marine Calmet, édition Tana. Donc, je les recommande chaudement, hein, un beau parcours initiatique et également quelques textes intéressants. Alors, j'espère que dans les futurs, on aura beaucoup plus
d'outils juridiques qui sont au service de la protection du vivant. Écoutez, ce soir, donc c'est fini. Je sais que tu as rendez-vous très rapidement. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, Marine Calmet, de ton intervention. Et donc, je vous donne rendez-vous. Alors, Corinne l'a déjà annoncé, samedi, nous avons rendez-vous sur les communs négatifs. La session se tiendra au tiers-lieu de l'Éternel solidaire, 1 rue de la Solidarité. C'est beau ça, ça permet de penser au bien commun. Et sinon, le 28 mars, nous aurons la 3e session des 40 minutes de l'UBC, un auteur, un livre. Nous aurons le plaisir d'accueillir Cani de Toledo, qui nous présentera son livre « Le fleuve qui voulait écrire », les auditions du Parlement de la Loire. Voilà. Encore un grand merci à Marine. Et à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, j'ai mis quelques informations dans le chat si vous souhaitez reprendre contact avec nous, avec l'association et aller plus loin. On a aussi un petit manuel des droits de la nature, un petit ouvrage, un fascicule en fait pour comprendre de quoi il s'agit, les enjeux et vous former sur ce site-là. Et puis j'ai mis le lien vers notre site internet et si vous souhaitez prendre contact. Très bien. On va y aller. Merci beaucoup, Marine. Ouais, c'était vraiment super, vraiment super intervention, j'ai adoré. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon courage. Et bonne soirée, tout de bon pour ta prochaine intervention ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.